Voilà. Donc, petite présentation de Kafka. Je pense que le sujet est tellement vaste que je le ferai en 2 temps. On va voir les bases, les concepts de Kafka, un peu plus dans les entrailles, du moins si vous avez. Enfin, on va peut-être essayer de creuser un petit peu les bases même de Kafka. Et je pense que dans un second temps, je ferai un autre BBL sur tout ce qui touche au streaming et au cas SQL, des cas d'usage qui pourraient être intéressants pour Edelia, mais ça fait trop une seule fois. Donc j'y vais. Chercher les définitions de ce qu'était Kafka. Et c'est pas simple, parce que c'est quelque chose qui est, c'est un logiciel distribué qui est difficile à mettre dans des cases. Et la définition que j'ai trouvée la plus parlante pour moi, c'était celle-ci, c'est que Kafka en fait est une plateforme de streaming distribué. Il y a 2 notions qui sont intéressantes dans cette phrase, c'est streaming et distribué. Streaming parce qu'en fait Kafka renvoie à des concepts de temps réel, d'où la notion de stream en tant que tel, et distribué parce qu'en fait c'est un logiciel qui est né et qui a vocation à gérer de gros volumes avec de la résilience, etc. En fait, dans la dimension du distribué. Ce que c'est faire Kafka. Alors Kafka, c'est faire, c'est réceptionner massivement des données, globalement. Quand je parle de massivement, je ne parle pas de 1000 ou 10 000 messages par seconde, là je parle de millions de messages par seconde. Enfin, on est dans des volumes astronomiques. Je n'ai pas en tête les volumes, mais ça a été mis en place, ou ça a été conçu par LinkedIn au départ. Et on parle de Tera par jour, quoi. Enfin, c'est juste monstrueux. Lui, il s'est adressé ça en termes de réception d'informations. Il s'est aussi le distribué à une myriade de consommateurs dans des conditions différentes, mais globalement, il s'est aussi bien encaissé la charge, on va dire, en termes de réception d'informations que la distribution. Et il y a une faculté supplémentaire dans Kafka qui fait que c'est difficile de le mettre dans les cases, c'est qu'il a une dimension de persistance de l'information. Alors j'y viens temporel, parce que l'information n'a pas vocation forcément à rester à vie dans Kafka. Kafka, ce n'est pas une base de données. Kafka, c'est un simili bus de messages avec de la rétention d'informations qui offre plein de facultés, mais ce n'est pas une base de données. Vous gardez ça en tête. Ouais. Les cas d'usage de Kafka, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans tout ce qui est agrégation de logs. Par exemple, on va le retrouver comme frontal pour la réception des logs système de milliards de machines dans un data center. On veut récupérer les métriques de CPU ou autres. Kafka est un bon candidat pour ça. En général, on l'utilise aussi comme zone tampon, comme mémoire tampon entre des log stash. Donc là, vous me dites si je vous perds, mais grossièrement des agents qui publient la donnée avec un Elasticsearch, celui qui va pouvoir le restituer. Et souvent, généralement, dès qu'il y a des très gros volumes, on utilise Kafka comme un bon moyen de faire de la rétention, de drainer l'information et de faire zone tampon parce que les composants ne peuvent pas digérer la charge tout seul. On le retrouve aussi dans les univers de Big Data, ou toujours dans la collecte de Big Data. Toujours dans cette dimension de myriade d'agents qui auraient à diffuser de l'information. On le retrouve dans les systèmes de streaming processing, comme la plateforme IoT ou autre. Streaming processing, ça peut être aussi appliqué du métier en flux tendu sur les données. Avec des fenêtrages, on verra, on peut faire des fenêtrages de temps, etc. Il est très bon pour ça. Donc je reviens sur le monitoring. Le tracking d'activité, ça pourrait être effectivement de collecter des clics sur une page web et puis de vouloir collecter toutes ces infos pour un traitement ultérieur. Et on le retrouve aussi dans quelque chose de plus simple qui est le bus de message tout simplement. Donc bus de message, vous voyez plus ou moins tout ce que c'est. RabbitMQ, les choses comme ça, ou les JMS. En fait, globalement, on fournit le même travail sur des volumes bien plus importants. Mais voilà.
Kafka. Bon. Donc là, on sait à peu près ce que c'est, donc enfin, on imagine à peu près ce que ça fait. Ça traite du gros volume, ainsi de suite, mais ça traite quoi réellement? En fait, ça traite, on va dire, des messages. Super. Les messages, en fait, ils sont composés de clés de valeur. Pour essayer d'imaginer, le Kafka, donc du coup, gère des messages. Ces messages, en fait, ont la faculté d'avoir une clé et une valeur. Donc, on verra plus tard. La clé est assez optionnelle, mais voilà. Donc, il y a cette dimension. Les messages, ils sont ni modifiables ni supprimables. Donc, un peu bizarre le truc. Ils récupèrent des messages qui sont des clés et des valeurs, puis on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les supprimer. C'est bizarre. Et en plus, donc du coup, les clés ont des particularités. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont optionnelles, mais elles sont nécessaires dans certains cas. Par exemple, quand on veut persister l'information au-delà d'un certain délai, d'une certaine durée, il faut absolument avoir un message, enfin, il faut que la clé existe, qu'elle soit renseignée. Et dans tout ce qui est dimension qu'on verra plus tard de K-stream, K-table, etc., des trucs un peu bizarroïdes, aussi, là, les clés sont nécessaires, voire essentielles. Sans ça, ça ne marche pas. Donc, on a des messages qui sont des clés valeurs. Pour l'instant, on ne va pas trop se soucier de cette fameuse clé, on va dire juste qu'on a des messages qui contiennent du contenu purement arbitraire. Kafka gère des octets, lui, il se fiche de savoir comment est fichu le message. Il n'y a pas d'obligation de respecter une nomenclature particulière. Et tous ces messages se retrouvent dans des topics. Alors vous voyez un peu le principe du topic, grossièrement, ça nous renvoie peut-être à des notions de publication subscribe, enfin publish subscribe. Donc globalement, on va publier des messages dans un topic, et ces topics vont être souscrits par des consommateurs qui vont récupérer ces infos. Donc voilà, donc on a des messages, on a des topics. Globalement, c'est ce qu'on a besoin de savoir au début quand on utilise Kafka. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Je vais aller un peu plus loin dans le détail. Les topics, en fait, contiennent ce qu'on appelle des partitions. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ces partitions, les topics, pourquoi ce qu'il faut garder à l'esprit sur ces partitions, c'est qu'un topic contient un ou plusieurs partitions, et que ces partitions, en fait, sont la seule unité de mesure dans l'univers Kafka qui nous assure l'ordre des messages. En fait, Kafka nous permet, en termes de métier, d'avoir l'assurance que les messages qui sont publiés sont lus de façon séquentielle aussi, en respectant cet ordonnancement de production. Et il le doit grâce à la dimension de partition. Et on verra plus tard que grâce aux partitions, on va pouvoir monter en charge et on va pouvoir avoir des combinaisons qui peuvent être intéressantes. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Bon, ok, super. Et enfin, en termes de vocabulaire, les topics sont alimentés par des producteurs, c'est le terme qu'on utilise pour tout ce qui va publier dans un topic, et ils sont consommés par ce qu'on appelle des consommateurs. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit schéma, ou du moins j'ai retrouvé un petit schéma qui rentre plus dans le détail. Et là, en fait, on peut voir et à la fois les producteurs. Donc on a les producteurs, les consommateurs en termes de sémantique. On a le topic et on a les partitions, une ou plusieurs partitions. Alors ça vaut le coup de s'attarder un petit peu sur cette image, parce qu'elle contient globalement l'essentiel de ce que je vais vous montrer en ligne de commande tout à l'heure. Et avec ça déjà, on fait beaucoup de choses. Et globalement, si vous avez besoin de résumer Kafka, c'est ça. On a donc des producteurs. Les producteurs vont publier des messages dans un topic. C'est les producteurs qui sont à charge, ou qui ont la responsabilité dans l'univers Kafka, de savoir où est-ce qu'ils écrivent, dans la partition 0, 1, 2, 3 ou 4, ou 0, 1, 2 ou 3. C'est le producteur qui a l'intelligence de savoir où est-ce qu'il écrit. C'est géré par la librairie qu'on utilise pour écrire, mais globalement, ça reste quand même dans la gouvernance du producteur. Il va se servir de la clé, par exemple, la fameuse clé, quand elle est renseignée, pour décider où est-ce qu'il écrit, potentiellement. Enfin, par défaut, si on ne lui donne pas de clé ou si on ne lui donne pas de stratégie, ce qu'il va faire, le producteur, s'il veut qu'il écrive une fois
à chaque fois, il va faire du round robin et il va écrire séquentiellement le premier message ici, puis le deuxième message qu'il aurait à écrire ici, et ainsi de suite. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi. Et les consommateurs sont un peu dans la même catégorie, ils vont consommer des topics, et puis en fait, techniquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils consomment des partitions. Pour nous, ça reste un topic, mais globalement, un peu plus bas niveau, c'est des partitions qu'ils consomment. Il y a deux choses à noter. De la même manière que le producteur donc, est garant de produire le message dans un topic, les consommateurs, c'est eux-mêmes qui décident plus ou moins où est-ce qu'ils vont consommer, quelle partition ils consomment. On a une règle, c'est que globalement, un consommateur, il ne peut pas y avoir deux consommateurs qui consomment la même partition quand ils sont dans un même groupe. En fait, il y a une, du coup là ça me fait penser que je ne vous ai pas expliqué la dimension de groupe. Les consommateurs donc, consomment les messages de toutes ces partitions. Si j'instancie un deuxième consommateur qu'on ne voit pas sur l'image, il va faire exactement la même chose. Ça veut dire que tout message qui a été publié dans le topic, il va le consommer. Et il va consommer le message de la même façon que celui-ci. C'est-à-dire qu'en gros, pour un message publié, si on avait deux consommateurs, les deux le reçoivent. On a aussi la dimension je vous ferai la démonstration. Il y a une dimension de groupe. Le groupe permet d'unifier logiquement plusieurs consommateurs, plusieurs instances de consommateurs qui se partagent le même groupe. Et dans ce cas de figure, les consommateurs de ce même groupe ne consomment pas les mêmes messages. Ils se répartissent un petit peu la charge. Dans l'unité logique d'un groupe, globalement, un message est lu par un élément du groupe et c'est tout. Petite chose qu'il faut savoir, c'est que là, globalement, nous avons 4 partitions, 2 instances d'un consommateur dans un même groupe. Ils vont se répartir les instances, les partitions par instance. Donc il y a 2, c'est arbitraire d'une certaine manière, qui vont être consommées par son consommateur, et 2 autres par celui-ci. Si on n'a pas le plus de partitions que d'instances de consommateurs, ça ne peut pas marcher. Si je n'ai qu'une seule partition dans ma configuration et j'ai 2 consommateurs, avec la règle qu'un consommateur par partition, je n'aurai qu'un des 2 consommateurs qui fonctionnerait réellement. Le deuxième n'aurait rien à consommer. C'est une subtilité qu'il faut prendre en compte. Ouais. En fait, les consommateurs, c'est par exemple, c'est moi dev qui va écrire le consommateur. Oui. Et comment je vais lire le consommateur, lui il va lire sur la partition 0.1, l'autre il va lire sur la partition 2. C'est pas toi qui le gères ça, c'est la librairie qui est dans le code que tu utilises. Donc toi tu vas utiliser la librairie Java de Kafka. C'est important de savoir que c'est dans la librairie ce travail-là, mais évidemment il n'est pas à la charge du développeur. Toi ce que tu dis c'est je souscris à tel topic, et globalement donne-moi les messages quoi. Je suis obligé de dire dans toutes les partitions. Par exemple, si je veux cliquer un message de 0, il va prendre 1. Toi, tu ne le dis pas en tant que développeur quand tu utilises la librairie Java, tu ne dis pas, tu dis juste je voudrais consommer le topic. J'imagine que c'est pour gérer la résilience. Oui, ça peut être la scalabilité, donc si le consommateur 1 il tend il se crache, il reste le consommateur 0. Oui. C'est la librairie qui va dire tu prends en charge les autres. À ce moment-là, on va rentrer plus dans le détail, mais effectivement, il y a une élection de répartition. Effectivement, il y a une détection, on le fera, je vais faire un démo. Effectivement, à ce moment-là, celui-ci est détecté comme manquant. Celui-ci est détecté comme manquant et on sait exactement où est-ce qu'il s'est arrêté dans la lecture. Donc ce qui se passe, c'est que lui se retrouve à consommer, en plus de ces deux-là, ces 2 autres-là, et il sait très bien où est-ce qu'on s'est arrêté dans la lecture. Mais on le sait côté client. Et s'il y a plus de consommateurs que de partitions? C'est une très bonne question. Et bien dans ce cas-là, vu qu'on respecte la règle, un consommateur par partition, si tu avais 4 partitions mais tu avais 6 consommateurs, tu aurais 2 consommateurs qui ne feraient rien. C'est bon, voilà. Donc il faut arriver quand même. Un message d'une personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut arriver à garder ça en tête quoi. Les consommateurs sont instanciés. Les consommateurs sont en code, donc sont instanciés explicitement, c'est toi qui les autant que tu veux. Et ça, tu as la possibilité de l'adapter, c'est dans l'univers de l'administration, où c'est toi qui dis combien tu veux de partitions. Les partitions, en fait, après je vous le remontrerai, mais les partitions, elles sont physiquement réparties sur le cluster. Donc voilà, elles sont distribuées. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'en avoir autant, parce qu'à la limite, tu m'aurais dit, je vais faire en mettre 20, comme ça tu ne poses pas la question.
Mais si tu as 20 partitions, c'est une possibilité. Hein. Ces 20 vont être répartis sur ton cluster. Et tu peux avoir donc du coup, inversement, des problématiques, tu te rajoutes des problématiques de réseau ou autre, à avoir, ou de charge, à avoir réparti autant de partitions par-ci par-là. Donc bon voilà. Il n'y a pas de souci. Sur cette image-là, on a la dimension des brokers, on a la dimension des partitions, ce qu'on appelle des partitions master, et ça c'est les réplicables. Et globalement, on écrit et on lit toujours dans les masters. Et vous voyez que les masters, en fait, là on a donc 3 partitions pour notre topic, il est réparti physiquement sur 3 machines différentes. Et eux-mêmes ont donc du coup reporté des réplicas sur les autres machines. Si celle-ci venait à disparaître, ce qui se passerait, c'est que le client, bon, c'est pas le bon sens, c'est parce qu'il faut un quorum, mais globalement, un des deux serait notifié comme master. Il y a des politiques, il y a une politique pour ça, une politique contrôle, c'est celui qui est le plus proche de la vérité qui est utilisé. Et après, le client se connecterait ici, et lui deviendrait le master. Et il continuerait sa vie. Et lui deviendrait, s'il revenait à la vie, celui-ci redeviendrait un réplica, et rattraperait son retard. Voilà. Et là, je vais vous faire une petite démo. Alors, un peu de tout ça avec du mouvement, parce qu'on va le faire... Moi, j'ai bougé. Je vais vous faire une démonstration en live. Si j'arrive à savoir où je suis. Mon mode sur Yo. Voilà. Et là, hop. Ouais, super. Donc là, en fait, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais il y a bien écrit Hello et Delia ici. Et un truc intéressant, c'est qu'il nous dit ah, mais en fait, je me suis mis à la fin du topic de la partition 0, voilà, la partition du topic Hello, partition 0, offset 2. Offset 2, c'est parce qu'en fait, alors, c'est pas le nombre de messages, hein, c'est parce que j'ai démarré mon 4.4 tout récemment, et donc il est parti à l'offset 1. Donc pour le premier message, c'est l'offset 1, et le deuxième message, c'est l'offset 2. Je vais continuer. Du coup, moi, ce que je voudrais, c'est continuer, c'est-à-dire, là, je suis en train d'écouter. Et là, si je fais... hop, mon message apparaît automatiquement, c'est génial. Bon, super, mais bon, ça m'a... Voilà, c'est un truc classique. Par contre, je vais vous montrer la même chose si je double les clients. Si je double le client... Si je double le client... Voilà. Parfait. Voilà, je viens de doubler le client là. Enfin, je viens de relancer une autre instance d'un consommateur du topic Hello. Et on voit en fait ce qu'il a fait. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré tout ce qui existait dans le topic. Et donc tu as vu plusieurs fois les mêmes messages. Oui, attention, ils ont des vies différentes, ils sont pas dans le même groupe actuellement. D'accord. En fait, ce sont deux instances qui consomment le même topic, qui est produit par une autre instance, enfin par autre chose, mais globalement, comme vous allez voir, j'ai écrit quelque chose. Vous allez voir que les deux vont recevoir en même temps les messages. Donc là, a rattrapé son retard. Il a tout lu depuis le début de l'offset, du début de ce qu'il y avait dans le topic, il a tout lu. Le deuxième, lui, ne lit que ce qu'il a lu à partir de la dernière fois où il a lu 04, il a lu l'offset 5, et l'autre aussi, on voit qu'il a lu. Et donc, ça c'est très intéressant, c'est très pratique pour dédoubler, donc du coup là, globalement, je dédouble mon information. Je suis vraiment avec un Y où du coup j'ai une production et autant de consommateurs différents. Donc là, c'est on va dire le cas où j'ai des consommateurs qui ne sont pas dans un groupe, ou dans des groupes différents, et donc du coup ils se partagent, enfin ils consomment exactement la même chose. Et si j'avais à couper un des consommateurs pour le reprendre, alors là c'est une spécificité de la 4, ça. Si vous voulez ma souris, allez. Donc si je relance, il va tout relire depuis le début. Voilà. Parce qu'il n'a pas spécialement, enfin, dans ce cas de figure, il lit tout depuis le début. Donc il repasse tous les messages et ainsi de suite. Maintenant, ce que je veux faire, à la limite, c'est la même chose, mais ce que je voudrais, c'est que je vais tout mettre dans un même groupe, et puis je vais voir comment ça se comporte. Donc voilà, là, je change un peu la ligne de commande. Donc là, lui, il se met dans un groupe, et lui, pareil, je le mets dans une autre ligne de commande.
globalement, ça ne pas grand-chose qui change. Hein. Voilà. Donc là, j'ai créé un groupe EDEA. Et on va voir. Alors, voilà. Globalement, qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'il y a eu le groupe a été, enfin, il y a eu une histoire de rebalancer des compagnies et que globalement, il y en a un des deux qui devrait ne pas lire les messages, puisqu'en fait, on a un topic, une seule partition, deux consommateurs. Donc globalement, il y en a un qui va réagir, mais pas l'autre. Donc on tente. Voilà. Voilà, effectivement, c'est toujours le même. Moi, je continue. C'est toujours le même qui répond. Et je vais le tuer. Et on a tendance enfin, on aimerait bien que ce soit l'autre qui prenne la relève. Donc on va lui laisser le temps de se... Voilà, donc on a eu un truc. Il a détecté la perte du consommateur de droite. Il s'est remis sur l'offset 27. Et puis là, il reprend la vie. Et il continue, et ainsi de suite. Et les révocations, etc., tout ça, c'est géré par la librairie. Les révocations, tout ça, c'est porté par les librairies, mais pas que. Enfin, voilà. Il va quand même déporter ça, après il demande plus ou moins à Kafka. Kafka, lui, il y a eu des évolutions sur ce sujet-là entre les premières versions de Kafka et les dernières. Il y a un zookeeper derrière, c'est lui qui gère toute cette élection de leader ou atomicité des offsets, etc. Mais c'est délégué en interne après dans Kafka, dans un topic spécifique. En fait, il y a des topics techniques, underscore, je ne sais plus quoi leur nom, qui permettent en fait de partager l'offset. Donc en fait, même Kafka se base sur Kafka, enfin sur la dimension des topics Kafka pour gérer ce load balancing. Toujours est-il que du coup, on a ça gratuitement, quoi. Globalement, on n'a pas besoin de le développer ou autre chose dans nos clients. Je vais faire, maintenant qu'on a vu comment se comportait Kafka, qu'on est en groupe et qu'on n'a qu'un seul groupe, enfin qu'un seul partition, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une partition de telle sorte que on va essayer de gérer du load balancing entre les deux. Et logiquement d'ailleurs, on va avoir quelque chose qui se passe au niveau des deux clients. Ils devraient réagir et se répartir du coup qui fait quoi en termes de, enfin qui consomme quoi en termes de topic. Ça devrait être comme ça. Ah, voilà, lui il a fait quelque chose. Ouais. Donc après, c'est à la discrétion du producteur de choisir la politique d'écrire dans l'un ou dans l'autre. Et là, on voit bien que les deux, aléatoirement, sont écrits. Voilà. Ok? Bon, super. Alors, je vais aborder maintenant un autre pan. Donc, maintenant que ça, c'est un peu les bases. Et avec ça, en fait, Kafka a fait tout le reste. Enfin, Kafka au Confluent a fait un peu tout le reste. Qu'est-ce que c'est que tout le reste? Je ne vais pas vous revenir là parce que ça va vu. Voilà. Le reste, un petit peu, on va dire, au-delà de consommer des topics et ainsi de suite, est arrivé avec Kafka 0.10, donc il y a 2 ans, ce qu'on appelle les K-streams, les catalogues. Donc c'est vu comme un gros DSL. C'est un petit peu ce qu'on pourrait retrouver quand on fait du Reactive JS ou autre, où on va avoir la faculté d'avoir une vue un peu plus haut niveau et on va pouvoir mixer des streams entre eux. On va pouvoir leur donner une vue table ou une vue stream. Alors ça c'est un petit peu, voilà, il faut se projeter un peu au-delà du topic. Et on va donc pouvoir imaginer des combinaisons qui peuvent être intéressantes, je pense, dans tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent au niveau de Spark et compagnie. Donc en fait on retrouve un petit peu un concurrent de Spark qui se veut temps réel. Alors moi je ne connais pas Spark, hein, donc je ne sais pas comment le positionner, mais globalement, le plus-value de Kafka par rapport aux outils existants sur cette façon de concevoir des batchs, c'est qu'il le fait en temps réel. Il le fait sur des flux temps réel. Il n'y a pas besoin de forcément récupérer les données et les traitements après ça. Il faut garder à l'esprit aussi que ces composants-là qui sont réalisés en K-stream et K-table, ce sont des composants, ce n'est pas inclus dans le Kafka. C'est globalement des librairies, enfin c'est des microservices qu'on pose par-dessus, au même titre que vous pouvez le faire juste en consommant un topic. Donc c'est vraiment, il n'y a rien qui est porté par Kafka. Ce sont des clients distribués
qui consomment Kafka. Alors si je prends l'analogie qui n'est peut-être pas la bonne, mais si j'ai bien compris dans Spark, on pousse un jar et puis il est déployé et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est ça, non? Ici, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, on publie du code, quoi, si je puis dire. Bon. Et ben dans Kafka, c'est pas du tout ça. Le code, en fait, que tu vas réaliser, c'est celui qui exécute. Et il va s'exécuter, il va consommer ton Kafka et reproduire la même chose. Mais si tu veux monter en scalabilité, ben c'est à toi de dire, en fait, je vais mettre 20 instances de mon Kafka. Tu n'as pas besoin de le publier dans un univers qui gère ça pour toi, quoi. Il n'y a pas un second cluster. Donc, Kafka propose deux vues de ces streams. Donc on a les streams, les fameux topics plutôt, deux façons de voir les topics. On les voit soit sous forme de table, ou soit sous forme de stream. Le plus simple peut-être, c'est de commencer par le stream. Le stream, c'est un petit peu, chaque message qui se trouverait dans un topic est un événement. Et chaque événement, et l'accumulation des événements aboutit à des tables, à des vues. Peut-être le prendre comme ça. Résultat, on pourrait imaginer qu'on ait donc trois personnages, Alice, Charlie et Bob, qui feront des clics sur une page web et on récupère ça dans un topic. On peut avoir et on peut switcher d'une vue stream à une vue table à notre guise. La vue table, elle serait représentée comme on aurait ce qu'on pourrait imaginer d'une base de données, du tableau avec Alice et puis le nombre de fois qu'elle a cliqué. Et la stream, c'est un petit peu le flux d'événements c'est un flux d'événements de ce qui s'est passé. Donc dans le cas de figure, on a Alice qui a fait un clic, donc la table se représente avec une seule insertion. Pour le stream, bon, je ne vous le fais pas. Charlie qui fait la même chose, super. Et puis là, tu as Alice qui a fait une deuxième clic. Et bien, en vue stream, c'est un nouvel événement où du coup le chiffre passe à 2. Et alors que dans la table, la ligne va être remplacée. Si on faisait, on aurait une vue en fait avec la vue K-table, on a donc une vue comme ça, où en fait on a le résultat en fait. Et est-ce que ça fait passer à des, tu disais Thomas, à des event sourcing ou autre, c'est ça? On pourrait l'imaginer, effectivement, il ne porte pas du tout, c'est une modélisation de développement, mais là, dans cet univers, oui, on pourrait imaginer effectivement que tu consommes ton stream, c'est ton source de vérité, tu ne réponds pas à toutes les exigences du event sourcing qui est justement le fait d'être immuable dans le temps, si je puis dire, ou persistant dans le temps, parce que là on est quand même dans des streams qui évoluent dans le temps. Un truc intéressant, et je ne sais pas comment sont les technos concurrents, mais là du coup tu as vraiment du flux tendu, et tu n'as pas, il n'y a pas d'instanté, c'est globalement, quand tu vas faire des streams et des K-tables et que tu vas manipuler ça, tu n'as pas un état figé, c'est constant. Donc en fait ce qui se passe c'est souvent, ce que tu manipules et que tu transformes, tu vas le renvoyer dans un autre topic qui va être consommé peut-être par un autre truc quelque part plus tard. Et c'est comme ça que tu réalises ton métier, d'une certaine manière. Ou tu as, et ce topic-là, on peut imaginer avoir un autre service qui va pousser ça dans une base de données, dans une vue, dans je ne sais pas quoi. D'ailleurs, la deuxième vue peut-être plus intéressante, ça j'ai chopé ça, où en fait je pense que le message qui était à faire passer, c'est que sans Kafka Stream, tu vas être obligé de réinventer la roue sur beaucoup de notions. Tu vas sûrement vouloir faire du batch d'un côté, du stream de l'autre. Et Kafka Stream, ce qui te permet, c'est de faire globalement la même chose avec le même outil. Après, c'est ça. J'ai des portions de code à vous montrer. On va voir si on va faire une petite démo, on va voir si ça marche. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est assez large pour que ça puisse faire l'objet d'un BBL en part entière, je pense. La dimension des streams aussi. C'est pas le BBL. En mode un petit peu rapide, mais l'idée c'est que donc du coup c'est une vision un peu plus haut niveau, cette librairie permet d'avoir une vision plus haut niveau et de s'abstraire des streams. Alors, il y en a des Wi-Fi. Déconnecte-toi, reconnecte-toi. Non, il faut que je le vis en fait. Celui-ci, pour être sûr, je pensais. Avant
instancé. Les coches se connectent automatiquement. Tu avais un second. On peut passer au tableau là. Ouais. Ok. Et là, annuler, ça doit être bon. Hop, ok. Donc, là j'ai utilisé la librairie Kafka Kastream. Il y a l'équivalent, ou du moins, il y a un add-on Spring qui permet de consommer les Kastream en Spring Boot, etc. Voilà. Là, en fait, ce que je lui dis, en fait, l'idée là, c'était un petit peu ce qu'on a fait pour le hackathon. L'idée, c'était de dire, j'ai des flux, et moi, ce que je voudrais, c'est en sortir des décisions. Donc, mes flux en question, c'est mon Linky chez moi et la production de CO2. Les deux sont des flux, c'est des événements courants, donc qui arrivent comme ça au gré du temps. Et moi, ce que je cherche à faire un petit peu, c'était de me dire, moi, je voudrais être notifié quand j'ai pendant un certain laps de temps ma conso qui dépasse une moyenne de X watts. Là, c'est problématique. En plus, c'est problématique quand le CO2, il est pas, la production de CO2 est trop élevée, etc. Je vous parle le vocabulaire. Voilà. Alors, on a donc des streams. C'est ça. En gros, avec ça, on va pouvoir créer des vues. Donc, Linky et CO2 sont deux topics dans mon Kafka qui sont agrégés d'informations en flux continu. Je leur donne une vue Kastream, et en fait, ce que va me permettre la librairie Kastream et Ktable, c'est de pouvoir opérer des manipulations à chaud. Entre autres, par exemple, là, on peut voir que je peux appliquer un filtre, et puis sur ce filtre, je vais décider de supprimer les données qui sont pas bonnes, quoi, par exemple. Donc là, c'est le cas présent où dans mes CO2, parfois, je reçois nul, j'enlève nul, j'en veux pas. Et puis, je veux faire des manipulations, par exemple, lui associer une clé. Les clés sont nécessaires quand on veut faire des jointures entre streams. Les jointures se font sur une clé. Et donc la clé, par défaut, la clé du message fait office. On pourrait donc imaginer avoir des données d'un topic qui contiennent des valeurs précises d'un appareil, et puis dans une autre topic, pareil, une autre info, mais ils se partagent la même clé, identifiant unique. Et on peut faire des jointures entre streams. Alors c'est ce que j'ai fait. Là, le Linky, ce que je fais, c'est un peu la même chose. Je récupère une donnée, j'essaie de la nettoyer. À défaut, là, j'essaie de lui mettre une clé dans le message. Donc je republie, je lui associe une clé. Je fais une jointure entre mon CO2 et cette table-là. Donc du coup, ce que je m'attends à avoir, c'est en sortie de cette ligne-là, je vais avoir les infos aussi bien de ma production de CO2 avec mon Linky. Et ça, je le fais, par exemple, on peut fournir des jointures de temporel aussi. Ça, ce qui me permet de faire ça, là, ça me permet de faire des jointures sur les données CO2 qui correspondent, et sur les 30 secondes, sur une fenêtre de 30 secondes, par exemple. Si ma donnée évolue beaucoup en termes de CO2, je peut-être envie de n'avoir que la dernière valeur sur la plage de 30 secondes, ainsi de suite. C'est les données temporaires reçues, c'est-à-dire en fait, par donnée. Tu peux, t'as toutes les dimensions de la donnée temporelle qui sont disponibles. Ça peut être reçue, produite, réceptionnée, traitée, j'en passe, c'est les meilleurs. Okay. Ça te permet de faire tout ça. Je ne connais pas le vocabulaire, mais je sais qu'il sait le faire. On peut faire donc des associations, donc on peut se retrouver dans une association au même titre qu'on pourrait faire donc, des associations de base de données. Voilà, on peut faire un compte by sur une valeur. Et là, ce que je voudrais, c'est que je voudrais associer à mon flux, je voudrais appliquer une moyenne, donc c'est ce qu'on voit dans l'agrégate, magnifiquement bien. Et ce que je veux, c'est que je fasse ça sur une fenêtre de 30 secondes. En gros, l'idée c'est que si pendant 30 secondes j'ai une valeur de production, de consommation watt qui est au-dessus d'une certaine valeur, je voudrais faire quelque chose. À l'ensuite, après, je fais un filtre, j'enlève les valeurs qui sont en dessous de 100 watts. Et puis je retransforme ça dans des streams, et puis je l'affiche. Et puis voilà. Bon bref, c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec ce genre de produit, qui n'est pas du tout mon quotidien, donc du coup je ne sais pas trop rendre ça forcément ultra pertinent. Je vais tenter quand même de faire une démonstration. Attention. Non. Il n'a pas l'air de vouloir se connecter, c'est pas grave. Il faudra me croire sur parole. En fait, du coup,
dans ce cas de figure, on a un petit peu les informations qui arrivent en flux tendu, les watts, et puis globalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que le CO2 est agrégé à ce résultat-là, donc on le voit un petit peu sur la dernière ligne, est agrégé, mais sur des fenêtres de 30 secondes. Donc si j'avais modifié plusieurs fois ma donnée de CO2 sur la plage de 30 secondes, il n'en prendrait que la dernière valeur, et puis pendant le laps de temps suivant où c'est traité là-dedans, bah, lui, il ne changerait pas le C2. Donc on pourrait imaginer avoir une fenêtre, enfin il y a plusieurs dimensions de fenêtrage où on peut gérer l'information comme ça. C'est très utile, ou du moins ça permet de répondre à des problèmes de fraude par exemple, ou du moins de fraude détection ou autre, et d'appliquer, on va dire, un métier sur ces informations en temps réel, chose qu'on peut pas, enfin qu'on pourrait très bien faire avec l'API de base, mais qui nécessiterait de réaliser, de reproduire, enfin de refaire le même niveau, quoi. Ce code-là est déclenché à chaque réception de message. Sur quoi? Sur quel topic? Là, dans le cas de figure, c'était deux topics, le Linky, le CO2. Donc dans le cas de figure là, tous ces deux-là sont enfin, tu peux appliquer de façon parallèle. Chaque nouveau message met en branle tout le métier. Tu peux donc définir effectivement des choses, des calculs, des sommes, etc. Et donc c'est appliqué en temps réel. Et en général, tout ce résultat-là, une fois agrégé, une fois travaillé, tu le renvoies en général dans un autre topic. Ou tu vas l'envoyer en base de données, ça dépend complètement de ton métier, mais globalement voilà. Et donc ça peut être un moyen de d'élaguer ou de sortir du métier. Et comment il fait le lien entre justement le topic et le stream qui va consommer, qui va être abonné aux différents topics? Parce que Ça c'est le nom de ton topic là. Ici, là. Ouais, mais quand il a passé ce code-là, il s'est dit tiens, donc il y a maintenant une association entre ce composant et ce topic. Ouais, tout ça c'est transparent, tu le vois pas, mais effectivement. En fait, quand à la fin tu lances ton Kafka Stream, Vector, etc. là, il a fait toute la topologie de tout ce qu'on peut faire. Okay. Voilà, oui, pardon, d'accord. Et donc là, à ce moment-là, quand il fait ça, ben, il a la topologie, il lance son truc. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que c'est assez léger dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir une infrastructure de folie pour faire ce genre de traitement. Si tu veux monter à l'échelle, il suffit de doubler ton nombre de composants, là. Enfin, ton microservice. Lui, il a l'intelligence de rajouter les partitions qu'il faut bien, etc. Enfin, J'ai une question par rapport au... Je sais pas comment on appelle ce phénomène, mais de dire j'ai énormément d'événements, un poussé screw, un poussé pause, un poussé screw, et du coup tu compactes tout ça en disant je prends que la dernière valeur. ouais, c'est les K-tables. C'est la vue, dans cette vue-là, c'est ce qu'on appelle les K-tables. Mais du coup, ce phénomène, donc déjà il est que côté client, c'est pas du tout Kafka qui gère ça. Oui. Okay. Et du coup, ça veut dire quoi là quand, si tu fais un truc sur 30 secondes, ça veut dire qu'il garde en mémoire. Ouais. Il traite des Ton lots. stream garde en mémoire Alors, c'est une bonne transition. En fait, effectivement, il est extrêmement optimisé. Il fait extrêmement. Enfin, effectivement, il gère tout ça pour toi. Et il a en base de données locale. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va rapatrier les données. Il va les mettre dans une base de données qu'on appelle ROSDB. Mais tu peux faire l'implémentation que tu souhaites, mais ça reste quand même natif performant. Mais là, ce qu'il fait, c'est que localement, il va collecter les infos. Et pour toutes ces opérations qui nécessiteraient de connaître le passé, de connaître les états, d'appliquer des formules, etc., il le fait localement sur une base de données qu'il a en local. Elle est extrêmement puissante, performante, et il se sert de ça. C'est du streaming, du coup il est notifié et à chaque fois qu'il reçoit des messages, il calcule lui-même ses fenêtres et puis à la fin de la fenêtre, peu importe le nombre de messages qui sont arrivés, il traite ce lot-là. Tout à fait, ça c'est toi qui choisis. Ça c'est ta politique, ça c'est ton métier à toi. Ouais. C'est là où du coup tu peux avoir effectivement. Il simplifie ce que nous on devrait faire. Tout à fait. Si tu veux appliquer un métier sur une plage, sur la plage horaire et que tu veux en sortir par exemple le nombre de fois que tu es vendu quelque chose dans l'heure ou le nombre de fois qu'il y a eu une connexion dans l'heure d'un appareil, et ben tu utilises ce genre de choses, il te fait tout pour toi, quoi, d'un certain côté. Enfin, tout pour toi. Il va optimiser pour toi le fait de garder en mémoire localement les messages qui seront en rapport à son traitement. Il rend la consultation des fils en mode streaming, quoi, en mode. Tout à fait. Enfin, voilà. Et du coup, tu pourrais vraiment très facilement sortir pour chacun de tes. Enfin, si je prends l'analogie pour nous qui pourrait être de dire est-ce que j'ai un appareil qui communique plus de 2 fois par heure, par exemple,
Et bien, ce serait très simple pour nous. Très simple. Avec ça, on aurait la possibilité d'avoir un tableau de clés qui sont nos devices, les autres clients, et puis à côté, le nombre de fois que ils ont communiqué dans l'heure. On ferait une fenêtre d'une heure. Glissante ou pas, ça c'est au choix vraiment de plein de choses, c'est que le laisse la possibilité. Et là, tu pourrais donc, a posteriori, et tout ça tu l'enverrais dans une autre file, et puis a posteriori, tu pourrais imaginer avoir un autre service qui lui va lire ce truc-là et détecter s'il y a des appareils qui consomment trop ou pas. Tu vois, enfin, ça c'est un... Après, ça, c'est pas inhérent à la technologie. Ah non, non. Enfin, non, par contre, c'est comme ça qu'eux, ils l'adressent dans leur truc. Oui, oui, il y a... En soi, ils n'ont rien. Enfin, ils n'ont rien. Enfin, chez Kafka, ils n'ont pas inventé. Ils le font en amont. Toi, tu as eux, ils le font. Voilà, ils le font en amont sur l'information qui vient d'être reçue. Alors peut-être que sur d'autres technologies, tu vas collecter tout, puis a posteriori, tu vas faire des batchs de traitement. Voilà. C'est là où vient la différence d'angle d'attaque. Ok. Si tu Pas dans le micro-bashing. Parce que le problème, ce serait effectivement que eux, ils ont enfin, avec cette librairie, là, un truc qui est intéressant aussi, c'est que si ton information arrive à posteriori, imaginons que tu fais des fenêtres d'une heure pour savoir le nombre de fois qu'un appareil s'est connecté. Pour plein de raisons, l'appareil n'a pas été disponible pendant 8 heures. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils refont tous tes calculs. Et il refile le calcul, Ouais. il est assez intelligent Ouais, pour... ouais. Du coup, il va te pour rappliquer intégrer. des calculs a posteriori sur une donnée qu'il a reçue. Et donc, Ah ouais. du coup, il va te remettre tout à jour. Donc, tu peux imaginer, voilà. Enfin, chose qui est assez chiante à faire, j'imagine, si tu voulais le faire par toi-même. Enfin, bon, voilà. Enfin, c'est galère. Donc, voilà. Ok, à peu près. Sujet assez vaste. Et je maîtrise pas tout. Ouais. Non, vas-y, si t'es encore. Ah non, non, pour ce cas stream, c'est bon. Moi j'avais des questions par rapport au protocole. Est-ce qu'il y a des contraintes ou est-ce que dans les messages on peut mettre ce qu'on veut? Dans le message, c'est des octets, donc il met ce que tu veux. Et du coup, il y a. Qu'est-ce qui se fait le plus? Alors, ce qui se fait le plus, ou du moins ce que pousse Confluent, peut-être Kafka aussi sur le sujet, c'est d'y mettre de l'avro. Tu vois? Non, l'avro c'est un format binaire de message, au même titre que protobuf ou autre, qui a la faculté du coup, enfin, si je peux prendre l'assimilation, Binaire c'est le VJSON en version binaire, quoi. Très optimisé, aussi bien en taille que en performance de parsing. Et donc en général, c'est ce qu'ils préconisent quand tu as des volumes assez importants, ça te permet de préserver ton disque et du coup le CPU de sérialisation des services. Donc on vient de voir un petit peu l'univers des DSL qui sont tout le temps codés en Java. Enfin, la seule librairie qui permet le castring Catable aujourd'hui, c'est en Java. Confluent, qui est un peu l'équivalent de DataStax pour Kafka. Eux, ils ont poussé le concept un chouïa plus loin, puisqu'ils proposent en fait ce qu'on appelle du KSQL. Globalement, les DSL qu'on écrit en Java, rien ne nous empêche d'écrire en requête SQL, quoi, si je puis dire. Donc là, on a une vue assez intéressante du produit, au-delà du produit, de la façon dont eux s'imaginent et conçoivent leur produit. Donc on a des bases de données, c'est là où on peut retrouver des fichiers à plat ou des bases de données, qui sont avalées par des Kafka Connect. D'accord. Ça rentre dans l'univers Kafka. Et puis ton KSQL, ben, un petit peu, c'est la représentation SQL de ce que tu aurais fait en stream, en KStream, écrit précédemment. Et puis ça, c'est republié dans un topic qui lui-même est digéré par un autre Kafka Connect qui t'envoie ça dans ton S3 ou dans Data Lake. Et puis voilà, par exemple, pour les traitements de data. Donc j'ai trouvé quand même un semblant de requête où là on peut avoir un petit peu un cas explicite de ce qui se passe. Plus besoin de code, on écrit directement une belle requête où on dit qu'effectivement on crée un stream possible prod, c'est celui qui va être consommé par le... qui sera consommé ici je pense. Et il se source sur autorisation attente. Et puis il fait des requêtes où il calcule, il fait une sélection sur la carte number, je vous regarde en tant que vous, et il fait des comptes étoiles sur des fenêtres de 5 secondes, groupées sur la carte, et puis il ne fait passer que ceux qui ont au moins eu 3 tentatives dans les 5 dernières secondes. Voilà à peu près le truc. C'est quand même un peu plus clair ou plus lisible que
C'est quand même beaucoup plus simple. Alors comment ça se schématise dans l'univers de Kafka, ça? Bah rebelote, pas de mystère, c'est pas dans le cluster. En fait, ce que propose Confluent là-dessus, c'est adossé à ton cluster Kafka, eux ce qu'ils appellent voilà, d'autres instances qui sont des KSQL Engine, et c'est à ce KSQL Engine que tu vas lui passer ta requête. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer ta requête tout le temps. Exactement la même chose que ce qu'on aurait fait en écrivant notre code Kstream et en lançant dans l'instance. Il fait la même chose, sauf qu'il héberge pour toi, et il redistribue tout ça dans un autre flux, et puis ça fait ça. Ok, bon, voilà. Alors je rentre un peu plus dans le détail, si je puis dire. Les facultés de Kafka, on dit fait. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure précédemment. Je reprends les partitions master qui se répartissent sur le cluster. Ce sont celles qui sont lues et écrites, ou écrites et lues plutôt. Les réplicas sont là que pour assurer la disponibilité si un nœud tombait. Voilà, ils ne servent pas pour les performances. Pour les performances, on double ou on triple les partitions. Okay. En fait, dans Kafka, en fait, on n'en parle pas souvent, mais il y a Zookeeper qui a une place prédominante. En gros, si tu enlèves Zookeeper, tu ne démarres pas ton Kafka. Je crois avoir cru comprendre qu'il pouvait survivre à l'absence de Zookeeper. Je crois que Zookeeper va disparaître. On parlait d'utiliser directement les topics. Bah, c'est ce qui est non, mais il disait que Zookeeper était un peu un boulet par rapport à Kafka aujourd'hui. Bah, Zookeeper, globalement, c'est un vieux truc et voilà, c'est super éprouvé, c'est super éprouvé. Par contre, j'ai entendu parler, mais j'en sais pas plus. C'est un des podcasts sur Kafka, je me souviens plus, mais il pensait que dans la je vois pas par quoi ils vont le remplacer, malheureusement là. Je me demande si moi j'ai écouté le même podcast. Tu vois, effectivement, il parlait de ça, il y avait un. Ah ouais. Et toi aussi, tu as oublié, voilà. Même ou si ils utilisaient une technique, mais en tout cas. Enfin, en tout cas, Zookeeper a du plomb dans l'aile, je pense. Okay. Moi, j'avais un page qui disait vivement qui dégage Ah ouais. Et le remplacer par quoi? Paxos directement. Toujours que ça marche. C'est pas géré, ça marche. On sait que si ça pète, par contre, on est dans la merde. En fait, au début, les versions en dessous de la version 8, je crois, enfin 0.8, il y avait même les consommateurs qui avaient besoin de se sourcer au niveau de Zookeeper directement. Et après, petit à petit, effectivement, les consommateurs n'ont plus besoin d'avoir la vue sur Zookeeper.